Et nous voici donc en direct, bienvenue sur la chaîne Tous en Stream avec Marie. Salut Laurent. Salut Laurent et bonjour à tous. Ne On est t'endors heureux. pas tout de suite. Non, je suis en forme. On a bien caché les cernes, tout va bien. Deuxième numéro donc de l'émission Sans Tabou. Avec toi aujourd'hui, on va parler de trauma et de traumatisme. Oui, dans la première partie d'émission, on va aborder ce sujet un peu tabou parce qu'on a tendance à le garder pour soi. On a tendance à le mettre sous le tapis en se disant non, ça va bien passer avec le temps. On va voir pourquoi ça ne fonctionne pas, force est de constater. Et dans la deuxième partie d'émission, on parlera un peu plus couple. Voilà, de couple. D'histoire, d'embrouille, comment ça se passe? Plutôt des phases de relation du couple et heureusement c'est évitable, on n'est pas obligé d'arriver jusqu'au point de rupture bien évidemment, mais du coup on va voir pourquoi on a tendance à arriver à une fin de relation à un moment donné si on ne fait rien, bien évidemment. Rupture, d'ailleurs, ça me rappelle une émission diffusée la semaine dernière sur cette même chaîne. Elle a fait parler. Elle a fait parler. D'ailleurs, sur TikTok, ça a cartonné. On arrive à 600 000 vues. C'est un truc de ouf. On en reparlera d'ailleurs la semaine prochaine avec Elena. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur le chat pour nous dire si tout fonctionne bien. Et on va tout de suite démarrer donc avec ce sujet, trauma ou traumatisme. Alors, quelles sont les différences déjà entre ces deux mots, ces deux termes? Justement, Laurent, c'est important de préciser qu'il y a bien une différence entre les traumas et les traumatismes. On a tendance à associer les deux, à appeler un traumatisme un trauma parce que c'est plus court tout simplement. Mais un trauma est bien distinct du traumatisme. Alors, un trauma, c'est un événement qui déclenche une réaction de survie au niveau de notre cerveau. C'est un événement tel qu'un accident, tel qu'une agression, tel qu'un choc émotionnel. Si vous voulez, votre cerveau, c'est un peu comme le disjoncteur. Et le trauma, c'est la foudre qui tombe dessus à l'instant T. D'accord, ok. D'accord ? Si on devait prendre un exemple d'un trauma, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un accident de voiture, comme je l'ai dit. Accident de voiture, ça peut être aussi, bien sûr, une rupture. C'est le choc émotionnel qu'on reçoit. Donc rupture amoureuse. Rupture amoureuse, rupture amicale. La perte d'un proche aussi. Bien sûr, les deuils, bien sûr, la perte d'un proche. Ça peut être également un licenciement. On les oublie un petit peu, ces facettes professionnelles, mais elles ont une très grande place dans notre vie. Et elles ont tendance aussi à nous donner un statut au niveau de la société. Donc quand on perd un travail, qui plus est quand on est licencié, par exemple, ou qu'on estime qu'on a eu un licenciement abusif, donc ça peut être vraiment un vrai choc émotionnel. Après, bien sûr, on va avoir également les viols, les agressions. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure, puisqu'on a un cas concret avec une question. On en reparlera dans quelques instants. Ce domaine-là. Et si vous voulez, donc le trauma, c'est vraiment ce choc émotionnel à l'instant T qui vient de stimuli extérieurs. Donc, il m'arrive quelque chose que j'intègre, que je perçois, et qui, du coup, est délimité dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir une période de vie de trauma. Par exemple, j'ai subi des viols de mes 10 à 15 ans, mais on a quand même une période. Et du coup, c'est cet instinct de survie qui a pour but de nous maintenir en vie, comme son nom l'indique, qui va nous pousser du coup à avoir notre corps en alerte pour résister à cette charge traumatique. D'accord. Okay. Donc ça, c'est très important de comprendre que c'est un événement à l'instant T, ou un événement en tout cas délimité dans le temps, qui vient de l'extérieur et qui a une forme de légitimité quand notre instinct de survie, notre cerveau reptilien se déclenche. Ce qu'il faut comprendre avec ce cerveau reptilien, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire, je vais prendre une charge émotionnelle qui va dépasser un seuil de tolérance, qu'importe que cette charge le dépasse d'un tout petit peu ou l'explose, en fait, mon cerveau va à cet instant-là se mettre en instinct de survie. D'accord. Donc, il va se mettre en fonctionnement autonome. Un petit gyrophare qui... Alerte, exactement, Laurent. Et du coup, que ce soit un tout petit peu ou énormément, que réellement ma vie soit en jeu ou pas, en fait, il n'y aura pas de différence. Et c'est là où toi, tu vas peut-être être plus sensible à un traumatisme qui ne mettra pas forcément ta vie en danger. Et à contrario, si on compare, moi, je peux avoir un traumatisme qui peut mettre ma vie en danger, mais un trauma, qui peut mettre ma vie en danger, mais qui ne deviendra pas un traumatisme. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est le trauma. C'est trauma, un instant T. Voilà, un événement qui déclenche, de par sa surcharge émotionnelle, justement, ce fonctionnement autonome reptilien qui a pour but de nous maintenir en vie. Du coup, maintenant qu'on a parlé du trauma, on va parler du traumatisme. Le traumatisme, la différence, c'est que c'est vraiment le fonctionnement qui découle du trauma. Donc j'ai eu un trauma à un instant T, et là mon cerveau va soit réussir à le digérer,
soit ça va être une boucle sans fin qui n'arrive pas à se terminer. Donc si on prend l'exemple du gyrophare, c'est un gyrophare qui est toujours un petit peu plus ou moins allumé. Donc tous les comportements un petit peu d'évitement qu'on peut avoir, tous les comportements qui vont nous permettre d'avancer, de mettre sous le tapis le trauma, mais du coup qui nous pousse à fonctionner d'une manière erronée. On viendra un petit peu plus en détail justement sur les caractéristiques du traumatisme, parce qu'en fait, on a toujours cette alerte. Si vous voulez, pour vous donner peut-être une métaphore, j'aime bien tes métaphores. J'aime bien les métaphores aussi. Alors j'en ai cherché pas mal pour l'émission, histoire que ça passe bien. Pour vous donner une métaphore un petit peu parlante. Vous avez certainement dans votre voiture ce petit bip bip qui se déclenche quand la ceinture de sécurité n'est pas mise. Le bruit un petit peu lourd. Ouais, et qui monte, tu sais, crescendo. Voilà, si tu l'écoutes pas. Voilà, ce truc-là qui prend la tête. Alors, si réellement vous êtes en mouvement, que vous êtes assis sur la place passager et que ça se déclenche parce que vous n'avez pas attaché votre ceinture de sécurité, là, on est d'accord que c'est logique, c'est légitime et c'est instinct de survie. Instinct de survie, ça a pour but de vous protéger. Certes, c'est peut-être un petit peu démesuré parce que vous n'avez que 50 mètres à faire, mais ça a une logique. Le faire, voilà. Si par contre vous conduisez tranquillement, vous êtes bien sur l'autoroute par exemple, bien sûr si vous pouvez pas vous arrêter c'est plus drôle, et là vous avez posé votre sac, vous savez sur la place passager, et bien sûr le détecteur de poids, le sac très lourd, le détecteur de poids se met à sonner biper, parce que il estime qu'il y a peut-être un individu assis alors qu'il n'y a personne. Un bébé peut-être. Voilà, un bébé ou quelqu'un d'autre, enfin bon. Et là on est sur un déclenchement d'alerte complètement inapproprié, qui plus est, ça prend la tête. C'est clair. On est d'accord d'avoir le truc bip 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 qui sonne, ça prend la tête. Et bien c'est exactement la même chose. Le trauma, c'est quand il y a une logique et qu'il y a un réel danger. Donc avec la personne vraiment assise sur le siège. Voilà, et on a oublié de boucler la ceinture. Et le traumatisme, eh bien c'est cette alerte qui se déclenche, on ne sait pas pourquoi, à ce virage-là ou sur cette ligne droite-là, alors qu'on n'a rien changé en fait, ou en tout cas pas consciemment, et qui est vraiment embêtant et qui en plus nous empêche de nous concentrer sur la conduite ou sur d'autres choses plus importantes. Du coup, c'est le petit truc qui nous fait flipper en fait. Oui. Le traumatisme, qui nous rappelle des souvenirs. Alors, soit ça te les rappelle, ou soit ça va te pousser à somatiser. Justement, est-ce qu'on peut détailler un peu les caractéristiques ? Ah, mais bien volontiers. Eh bien, un traumatisme a différentes caractéristiques qu'on a tendance à essayer d'étouffer, mettre de côté. Sous le tapis. Sous le tapis, j'aime bien cette expression, sauf qu'au bout d'un moment, le tapis est plus haut que nous, et on se dit, ouf, là, il y a du bazar à ranger, et c'est là où ça devient compliqué. La première des caractéristiques, c'est vraiment les somatisations. Donc, les somatisations, ce sont ces signaux apportés par le corps qui ne sont pas appropriés et qui nous font dire que quelque chose dysfonctionne. Forcément, vous avez l'alerte qui est là, vous l'entendez pas forcément et consciemment, mais elle est là. Donc ça veut dire que votre corps, votre organisme est d'une certaine manière en surchauffe. Okay. Donc forcément, on n'est pas fait pour fonctionner en surchauffe. D'une manière ponctuelle pour répondre à un instinct de survie, oui. D'une manière quotidienne, non. Donc, les somatisations classiques, les angoisses, les stress, les TOC, les fameuses spasmophilies, les douleurs au ventre, voilà, les maux de ventre, bien sûr, le ventre étant le deuxième cerveau. Quand là, on essaye de coincer, le corps, il libère d'une manière ou d'une autre. De toute façon, le corps finit toujours par parler à notre place. Et heureusement. Et heureusement, parce que si on n'avait pas ces signaux-là, bien qu'ils soient très désagréables au quotidien, on ne prêterait pas une attention sur le fait qu'il peut y avoir un problème quelque part. Alors bien sûr, quand on a des douleurs, quand on a des troubles, on va se dire du psoriasis, de l'eczéma, on a toutes ces choses-là. Là aussi, c'est le corps qui parle. Bien sûr. Alors bien sûr que c'est important d'aller consulter un médecin pour vérifier qu'il n'y a peut-être pas une origine organique autre, peut-être, mais il y a en tout cas un gros facteur somatique et psychologique. Et ce qui est certain, c'est que si vous avez un trauma qui est encore actif, qui a déclenché un traumatisme, donc tout le fonctionnement d'adaptation par rapport au trauma, le problème, c'est que vous ne pouvez pas fonctionner d'une manière optimale. Ce n'est juste pas possible. Donc tout ce qui est sous le tapis va nous empêcher d'avancer en fait. Ça va vous empêcher d'avancer et en plus ça va vous pousser, puisque ça c'est une autre caractéristique des traumatismes, à percevoir le monde d'une manière erronée. Tout simplement parce que vous allez être en hypervigilance.
Imagine, Laurent, qu'un lion te fonce dessus. Là, j'ai les boules. Donc là, on est d'accord, c'est la charge émotionnelle, c'est un trauma. Une bonne charge Sauf émotionnelle. qu'il peut. Donc là, tu as ton cerveau reptilien, je l'espère pour toi, qui se met en mode cours vite. Je me barre. Cours vite. Cours vite et très très vite. Donc là, on est clairement sur un trauma. D'accord ? D'accord, ça marche. Imagine que tu es, je sais pas, suspendu à un arbre et tu as le lion en bas, tu as réussi à sauver tes fesses, mais tu es encore en mode alerte. Là, je suis traumatisé du coup. Non, là, tu es encore en trauma parce qu'il y a toujours le lion en bas. Hein. Tu n'as pas intérêt à lâcher ta branche, tu vois, donc tu es encore en trauma, ça se marche. justifie. Là, tu vas être en hypervigilance dans cet état-là. Parce Donc gyrophare qui clignote à fond. Ah, là, t'as tout qui est à fond. Là, t'as tout le corps qui se déclenche, adrénaline, le pouh. Parce qu'en fait, tu vas regarder, tu vas guetter tout ce qui va pouvoir potentiellement faire craquer la branche. Est-ce que le lion arrive à monter ? Les sons, qu'est-ce qui se passe ? Rien que d'en parler comme ça, je suis traumatisé en fait. Tu vois, t'as le palpitant ou pas ? Exagère donc pas. là, donc là, tu es en hypervigilance. Dans ce cas-là, bien évidemment que cette hypervigilance a une utilité. Le problème, c'est que quand on est dans un traumatisme, cette hypervigilance, on va l'avoir à des moments donnés, dans des actions et dans des moments du quotidien, alors qu'elles n'ont aucune utilité. Pire, elles desservent. Donc par exemple, tu vas aller faire tes courses, d'accord ? Tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce que ton cerveau détecte comme stimuli, mais à ce moment-là, tu vas te mettre à transpirer, à avoir envie de fuir, sauf qu'il peut. Tu vas avoir peut-être une hypervigilance où tu vas tout voir décuplé. Parce qu'il y a un petit bruit ou un petit quelque chose qui nous a rappelé quelque chose d'avant. Voilà, en fait. il y a quelque chose qui a réactivé, si tu veux, ce trauma. Et donc le traumatisme fait que tu es en train d'être en alerte. D'accord. Donc tu vas être en hypervigilance. Donc tu vas tout guetter, tout détecter, et tu vas avoir tendance à vouloir partir. Et sans forcément de raison précise en fait. Sans danger, sans danger. Et le problème, c'est que du coup, tu as une perception, puisqu'il y a cette hypervigilance, cette alerte qui est toujours là, une perception de la réalité qui est totalement erronée. Parce que bien sûr, nos filtres perceptuels sont nos 5 sens, 6e sens pour ceux qui sont sensibles à cette notion-là, et nos 5 et 6e sens sont complètement influencés par notre ding, 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 notre alerte qui est là au quotidien. Donc, tu vas risquer de voir des dangers là où il n'y en a pas. Donc, tu vas dysfonctionner. Et on avait quelqu'un sur le chat justement, on fait un petit coucou, on n'a encore pas fait le petit coucou Bonjour du à chat. tous. Voilà. Un petit coucou donc à Marine, Léa, Aline et puis Léa justement qui nous dit on lit tout avec le corps humain, impossible de mentir. Exactement. C'est vrai ça en plus hein. Ouais. Tout est écrit sur le corps et même de manière très inconsciente, c'est-à-dire qu'on peut contrôler certaines choses, mais il y a des messages qui viennent du subconscient qu'on ne peut pas contrôler. D'ailleurs sur le chat, si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez les poser tout de suite et puis on y répondra juste après. Je veux bien que tu te décales un tout petit peu ici parce que tu sors un petit peu du cadre. Voilà. Excusez-moi. Donc on va continuer cette fois-ci toujours avec le trauma et traumatisme. Comment savoir si on est traumatisé ? J'ai commencé à en parler, donc il y a bien sûr ces somatisations. Donc si vous avez la sensation que d'une manière chronique ou quotidienne, hein, donc ça peut être cyclique, comme ça peut être quotidien. Vous pouvez avoir l'impression que parfois vous pétez la forme et que d'un coup vous avez de nouveau ces maux de ventre sans savoir trop pourquoi. Si vous voulez, quand on a ce traumatisme, on a tendance à avoir une coupe. D'accord, de tolérance. Imaginez un gros seau. Si il y a... Ce soir, il va falloir beaucoup d'imagination. Si ce seau est déjà rempli de 3/4 à cause du traumatisme, d'accord, qui vient de ce trauma, le problème c'est que vous allez avoir moins de tolérance, hein, moins d'espace pour les petits tracas du quotidien. D'accord. Et c'est comme ça qu'on va vite se sentir envahi et submergé par un rien, ou qui pourrait paraître un rien, parce qu'en fait la coupe est déjà bien pleine. D'accord ? Donc, ces somatisations, elles peuvent être vraiment là quotidiennement, comme ces somatisations peuvent arriver cycliquement quand la coupe déborde, quand le seau déborde. Okay. D'accord ? Donc, les somatisations, ça, c'est quelque chose qui est typique des traumatismes. Ensuite, on va avoir donc l'hypervigilance, ce que j'ai décrit avec le lion. Hein, on guette partout, on est hyper stimulé par tous les signaux et c'est épuisant. Hein, c'est franchement épuisant. On va avoir du coup une perception de la réalité qui est totalement erronée.
aussi, du coup je l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui va déclencher forcément un sentiment d'anxiété, donc on va être toujours un petit peu nerveux, un petit peu stressé, speed, angoissé, parfois ça peut aller jusqu'à vraiment des crises d'angoisse, ou développement également de TOC et autres pathologies parfois. Bien sûr qu'on peut s'en rendre malade, on peut développer de vraies maladies, des ulcères à l'estomac, des cancers. Oui, voilà. Voilà, après, il ne faut pas tout expliquer par ça, mais en tout cas, il y a un facteur psychosomatique qui est non négligeable en tout cas. On dit bien souvent quand le mental va, normalement le reste va aussi. On sait que le corps réagit en fonction de ce qui se passe là-dedans. Ce qui est traître, c'est que parfois on a la sensation que le mental va. C'est-à-dire qu'on est tellement convaincu que ça va, que du coup, l'être humain est le plus grand menteur sur Terre, disons-le, et la première personne à qui il ment, c'est à lui-même. Donc si moi, je suis là en mode « tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien » au quotidien, alors que j'ai mon tapis qui est 3 mètres au-dessus de moi, d'accord ? Eh bien, je vais avancer en me disant « je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien ». Voilà. Jusqu'au moment où, surprise, le corps a lâché. Parce qu'en fait, on n'a pas voulu écouter. Aussi parce qu'on a peut-être eu une éducation où il fallait pas se plaindre, ou qu'il y a pire ailleurs, donc il faut pas forcément écouter les signaux de son corps. Si on écoute les signaux de son corps, c'est que on se victimise ou que on est faible, alors que non, on peut très bien se dire oui, il y a quelque chose qui dysfonctionne, mais non, je ne compte pas me plaindre à vitam aeternam et me complaire dedans. Et justement, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Et le dernier symptôme qui peut vous faire dire que oui, vous êtes traumatisé, que oui, vous avez un traumatisme, c'est justement une forme d'impuissance. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir la sensation que malgré l'énergie que vous mettez dans votre vie, il y a toujours un peu le même schéma qui se reproduit. Et que ça vient de l'extérieur. J'ai pas de bol. De toute façon, j'ai pas de bol. Non. Alors, il est bien sûr qu'il y a des phases de vie. Il y a des personnes qui ont plus la poisse que d'autres. Oui, mais il y a aussi inconsciemment les choix que vous ferez. Inconsciemment, les gens qui vont vous entourer. Inconsciemment, les perceptions que vous allez avoir de la réalité aussi. Il y a tout ça. Et le problème, c'est que quand on a eu un trauma, on a tendance à justifier notre état par le trauma. C'est normal si je suis comme ça, parce que j'ai vécu ça. D'accord. Voilà. Alors qu'au final, ce n'est pas une fatalité le traumatisme, puisque, rappelons-le, ce n'est qu'une adaptation de notre fonctionnement suite à un trauma. Donc, les traumas sont inévitables parce qu'on va avoir des obstacles et des difficultés dans notre vie. Rares sont les personnes qui ont une vie totalement linéaire, mais les traumatismes ne sont pas obligatoires. D'accord. Voilà, ça c'est très important. Et ce sentiment d'impuissance qu'on va avoir tendance à se dire, de toute façon, c'est comme ça et je suis condamné à vivre comme avec ça ce toute ma vie. Et... Voilà. Okay. Voilà. Donc, je continue à saboter ma vie d'une certaine manière parce que c'est pas ma faute. Sauf qu'il existe des solutions. On va en reparler d'ici quelques instants. Évidemment. On a une question qui nous a été envoyée cette semaine. Est-ce que tu veux que je te la pose tout de suite ? Bien sûr, voilà. Vas-y. Donc, une fois qu'on a annoncé cette thématique, on a reçu une question en rapport avec donc, les traumas et les traumatismes. Je vais vous la lire. On va essayer d'y apporter des réponses. Alors, cette personne, on va l'appeler Clara, pour la garder anonyme. Bien et sûr. Voici ce qu'elle nous dit. J'ai essayé de faire un petit résumé. Donc, s'il te manque des éléments, tu me demandes. Ça voilà. marche. Donc, il y a 3 ans, j'avais 15 ans. Je pratiquais un nouveau sport. Pendant les grandes vacances, mon club était fermé. Du coup, on s'entraînait entre nous, entre membres. Un jour, je me suis entraîné avec un homme du club, plus âgé, avant d'aller chez lui pour nettoyer le matériel que nous venions d'utiliser. Là, je me suis assise de fatigue sur le canapé. À ce moment, il s'est approché de moi et est devenu très tactile. Il me déshabille et se déshabille également. Il m'embrasse et va beaucoup trop loin. Toi, rien que d'en parler, ça me... C'est perturbant. C'est perturbant. Ouais, je ne veux pas rentrer dans les détails, nous dit-elle. À ce moment-là, j'étais pétrifié, je ne pouvais pas bouger. Une fois fini, je n'ai pas pu parler et lui n'a rien dit non plus. Il m'a ramené chez moi en voiture. Une fois chez moi, j'ai appelé un ami pour qu'il me prenne une pilule du lendemain, mais cet ami n'était pas disponible. J'ai donc fait 10 km en vélo pour en chercher une. Après cet événement, j'en ai très peu parlé. Sur le coup, j'ai pleuré, mais c'est parti très très rapidement, comme si c'était oublié de ma mémoire. Et là, on va donc en arriver au traumatisme, je suppose, tu vas nous le dire dans quelques instants, puisque à la suite de ça, Clara est tombée amoureuse d'un jeune homme avec qui elle a couché, mais là elle n'a ressenti aucune sensation, aucun plaisir. Quelques années plus tard, elle a eu un autre petit copain avec qui elle a eu un rapport également, mais là pareil, aucun plaisir, aucune sensation. Elle ressentait l'excitation du avant, mais dès la pénétration, plus rien. Ça bloquait. Okay. Voilà, donc Clara précise que
les cauchemars ne sont arrivés qu'un an plus tard, donc à l'âge de 16 ans, avec des flashbacks. Et plus elle grandit, plus elle y pense et plus c'est difficile. La moindre allusion à quelconque viol ou attouchement lui fait serrer les jambes le plus fort possible et elle ressent une pression à la poitrine. Donc à ce jour, elle en a parlé à quelques amis de son âge, mais à personne d'autre de peur de se faire juger. Et là, ça arrive souvent, hein, ce genre de problème. Elle a peur de ne pas se sentir légitime pour parler d'abus sexuels étant donné qu'elle n'a pas souffert immédiatement. Comment sortir de tout ça? C'est fort quand même ces paroles. Hein. Alors c'est fort et merci beaucoup Clara pour ce témoignage parce que en fait ça image tout. Voilà, il y a tout dans ce témoignage. Alors j'aimerais juste faire moi ça me fout la chair de poule. Bah justement, je voulais revenir là-dessus juste pour aussi mettre des mots, peut-être une explication sur la réaction de Laurent. Et bien sûr, moi aussi, mon corps se met en alerte à ce moment-là, parce que c'est quelque chose qui dérange, parce que c'est un danger pour nous, d'accord ? Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et imaginaire. Notre cerveau réagit à l'émotion, aux perceptions. Donc si tu as un bon imaginaire, que tu te projettes dans cette scène, que tu vis en quelque sorte cette scène par ce témoignage... Donc là, on parle de notre ressenti à nous. Hein, à nous. Tu peux très bien créer un traumatisme. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un faux traumatisme. C'est-à-dire que nous, enfin moi en cabinet, quand quelqu'un vient me voir en disant « j'ai été traumatisé », je ne suis pas là pour évaluer si c'est vrai ou pas. Je suis là pour vérifier s'il y a un impact ou pas. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'on peut très bien, rien qu'en regardant un film qui n'est pas de notre âge, enfant, voir une scène qui déclenche une charge émotionnelle. C'est pas pour rien qu'il y a des films interdits au moins de 10 ans, au moins de 12 ans, au moins de 16 ans. Et c'est pas pour rien non plus qu'il faut essayer de respecter les petits la signalisation. Exactement, ou au moins en parler après pour essayer de libérer la parole. Et donc, ces films-là peuvent créer un amalgame, peuvent créer une association à cette scène-là. Et par exemple, j'ai vu un film où il y avait un kidnappeur. Et ben, à chaque fois que je me couche, j'imagine qu'il y a un kidnappeur. Et du coup, j'ai peur la nuit, j'ai des troubles du sommeil plus tard. Dès qu'il y a un bruit, je suis inconfortable, etc. J'ai un traumatisme. D'accord, ok. D'accord ? Pourtant, je n'ai pas été kidnappée. Ok ? Donc, il y a ces faux traumatismes-là. Et c'est pour ça, je pense que toi, Laurent, en lisant, bien sûr, ce témoignage, et ça vous est peut-être arrivé aussi, il y a cette réaction un peu de malaise et de survie. C'est ton cerveau reptilien qui te dit « Ah, j'aime pas ça, j'aime pas projeter ça et je ne voudrais pas que ça m'arrive. » D'accord, voilà. Ça marche. Maintenant, donc, cette fois-ci, on va essayer de répondre à la question de Clara. Comment essayer de sortir de cette situation ? Puisqu'encore une fois, elle l'a mise sous le tapis, là, je pense. Alors oui. Comment sortir, si vous voulez bien, on y vient dans 5 minutes. J'aimerais expliquer ce qui s'est passé pour Clara, en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire que Clara, je ne sais pas si tu nous regardes, mais en tout cas, au moment où il y a eu déjà cet acte, c'est-à-dire au moment où il y a eu cette agression sexuelle, tu as été donc pétrifié, ce sont ces mots, hein, je crois. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la sidération. C'est-à-dire que quand notre cerveau reptilien va se mettre en marche, d'accord, 3 réactions primitives s'offrent à nous. La fuite, l'attaque, l'immobilisme, aussi appelé la sidération. Donc là, on est en plein... On est en plein dans de la sidération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'hypervigilance du moment nous fait dire que non, il n'y a pas d'échappatoire ou pas d'échappatoire sécurisante, eh bien, il va se déconnecter et il va se mettre en sidération. Et là, on est comme dissocié de son corps. Dans certains cas, on va avoir tendance à fuir, c'est comme l'exemple du lion tout à l'heure, et parfois, on va avoir tendance à vouloir attaquer. Donc là, pour Clara, par exemple, sa tête s'est vidée et elle était ailleurs, quoi. Dissociation. D'accord. Donc, il y a eu un processus dissociatif parce qu'en fait, le cerveau a très rapidement vu les options et selon lui, à cet instant-là, il n'y avait pas d'option autre, plus sécure que de se déconnecter et de se mettre en off. En fait. Et souvent, quand tu entends les témoignages des personnes violées, agressées sexuellement, il y a souvent ce processus de sidération. Et ce processus de sidération, c'est ce qui a tendance à déclencher de la culpabilité et à faire que ces femmes-là n'en parlent pas. Parce qu'il y a cette culpabilité de « j'aurais dû ». J'aurais dû me défendre, j'aurais dû crier, j'aurais dû taper dans les parties, j'aurais dû l'empêcher de faire ça. D'ailleurs, ça, on peut en parler, puisque la vidéo, elle va être en rediffusion sur YouTube. Ça sert à rien de faire des raccourcis, de dire, il fallait partir, parce que si la personne n'est pas victime de cette situation-là, on peut pas savoir comment on aurait réagi, nous. C'est vraiment l'instinct de survie qui, à cet instant-là, dirige. Et c'est vrai que, logiquement, quand on réfléchit à la scène, on se dit, mais il aurait fallu crier, peut-être. Oui, mais sur l'instant T, on ne peut pas. C'est un peu comme regarder un film d'horreur et où on se dit, mais
mais crie, mais fuis, mais pourquoi tu prends pas la clé quand tu pars, hein? On est tous en train de dire, mais elle est bête ou quoi? Mais si nous, on était à sa place, je suis pas convaincue qu'on penserait à le faire. C'est clair. Parce qu'à ce moment-là, c'est sauf qui peut, et on essaie de faire comme on peut. Donc déjà, la première chose qui s'est passée au moment justement de cette pétrification, c'est de la sidération. C'est une réaction classique de l'instinct de survie. Ensuite, j'essaie de reprendre le déroulé si dans tu ma veux tête. des informations, je peux te les C'est tout redonner. bon. Ensuite, il y a eu donc ce processus d'amnésie traumatique, c'est-à-dire qu'il y a eu un oubli. C'est-à-dire que Clara, Oui, c'est ça. Clara parle du fait qu'à un moment donné, après avoir pleuré, elle a comme oublié ce qui s'est passé. Donc là, D'ailleurs, c'est arrivé très rapidement. Elle nous a dit j'ai oublié quasiment tout de suite. sous le tapis. Sous le tapis, mon ami. C'est-à-dire que notre cerveau... Mais ça, c'est inconscient du coup. Alors oui, ça pareil, c'est un mécanisme traumatique. C'est-à-dire que à ce moment-là, l'inconscient, et enfin le cerveau, va prendre le relais, va mettre en place une adaptation, comme on en parlait tout à l'heure, et va pouvoir mettre en place ce processus dissociatif et ce processus d'amnésie traumatique. Donc l'amnésie traumatique, c'est je ne suis pas en capacité de gérer cette information et cette charge émotionnelle. Du coup, je la mets sous le tapis parce que je ne peux pas la gérer. Pour une prochaine fois, par exemple. Enfin, Pour une prochaine fois, où je la mets sous le tapis parce que si je la vois, c'est une telle violence pour moi que ma survie est en danger. Tu vois? Donc c'est toujours là, c'est toujours le cerveau reptilien qui parle. Hein. On est d'accord. Hein. Là, on est toujours avec les alertes dans tous les sens. Hein. Les ceintures de sécurité, là, elles sont toutes déconnectées. Donc à ce moment-là, il voit un peu les options et il se dit non. Là, je ne peux pas gérer ce truc-là. Je l'oublie. C'est plus simple de l'oublier. Sauf que, bien sûr, c'est une amnésie traumatique. Donc, à un moment donné, ça peut ressortir. Et ça va ressortir. Mais parfois, tu me le disais hors antenne, ça peut ressortir des dizaines d'années après. Oui, il y a eu des études de fait, justement, sur les traumas dans l'enfance. Donc, par exemple, inceste, viol sur un enfant, d'accord? Et on s'est rendu compte, en fait, que ce traumatisme commençait à émerger et commençait à être perceptible en moyenne 9 ans après qu'il ait eu lieu. D'ailleurs, je rebondis tout de suite sur le chat puisque justement il y a Aline qui nous dit exactement ça. Elle nous dit ça finit par ressortir parfois des années plus tard. Le subconscient est très doué pour ça. C'est exactement ça. Et Léa, je vois que tu nous poses une question. On reviendra sur ta question après. On finit avec celle-ci et on verra avec la tienne après. Et ensuite, pour finir avec Clara et son beau témoignage, aujourd'hui, elle a rencontré quelqu'un. Enfin, elle est tombée amoureuse de quelqu'un. Et le problème, c'est que du coup, encore une fois, il y a un traumatisme. Donc, gardez toujours en tête notre système autonome qui fonctionne hors de notre champ de conscience a des perceptions de la réalité totalement différentes, est en hypervigilance, il y a de l'anxiété, des choses qui sont encore ancrées. Et donc, forcément, qui dit rapport sexuel, dit rappel, stimuli qui rappellent le trauma. Donc des souvenirs entre guillemets, quoi. Voilà, donc soit des souvenirs conscients, soit inconscients, parce qu'on a aussi un bon fonctionnement inconscient. Donc on ne se dit pas forcément, ah tiens, je pense à ça, à ce moment-là, mais juste, on sent que le corps, il n'a rien, en fait. Et ça, c'est clairement le processus dissociatif. C'est encore la même chose, c'est-à-dire qu'il est resté bloqué, le corps, dans son processus dissociatif qu'il a mis en place pour se le protéger trauma. Lors de cette expérience, voilà. de cet accident, c'est de ça. ce viol. Et là, si on prend cet exemple concret pour répondre à la question comment en sortir Clara, la solution, c'est de venir désamorcer le trauma. D'accord ? Donc de pouvoir aider ce trauma à être digéré, puisque là il est connu, le trauma. Et pour ça, c'est en fait de diminuer l'intensité, pas l'oublier, ça on peut pas, mais diminuer l'intensité pour qu'elle passe en dessous du seuil de tolérance. D'accord. Et pour que du coup, système... ça la remet sous le tapis. Ah non, c'est-à-dire que le souvenir resterait intact, mais la charge émotionnelle associée qui est encore active dans le présent ne le sera plus. D'accord, ok. C'est-à-dire, c'est pouvoir se dire, j'ai été violée. On soulage, mais on n'oublie pas, quoi. On n'oublie pas. J'ai été violée, ça fait partie de mon histoire de vie, ça a été très difficile, mais aujourd'hui, je ne suis plus dans ce trauma. Aujourd'hui, je n'ai plus de séquelles de ce trauma. D'accord. Mais du coup, pour arriver à s'en sortir, il faut être accompagné obligatoirement, quasiment. Moi, j'ai envie de dire oui. Voilà. J'ai envie de dire oui. En fait, il y a différentes choses pour sortir d'un traumatisme. On en parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Mais j'aime bien cette métaphore encore une fois. Veuillez m'excuser, c'est mon truc. Et du coup, ça nous image bien. Voilà, ça permet vraiment de vulgariser un petit peu ce sujet qui
où il y a plein de fausses croyances, et ça aussi on va en parler dans quelques instants. Le trauma, c'est tomber à terre, d'accord ? Est-ce que je suis tombée à terre parce que moi-même j'ai trébuché ? J'ai fait un accident de voiture. Est-ce que je suis tombée à terre parce qu'on m'a fait un croche-patte et qu'on m'a mis la tête dedans ? Donc là, c'est une agression, c'est quelqu'un qui est à l'origine de ma chute. Ça, c'est un trauma. C'est parce que j'ai eu un trauma que je suis à terre. On est d'accord ? D'accord. Par contre, ce n'est pas parce que j'ai eu un trauma que je reste à terre. D'accord ? C'est-à-dire que je suis à terre, mais ça dépend de moi si je souhaite me relever. D'accord. Donc, pour pouvoir se relever, bien évidemment, il faut besoin de avoir quelqu'un qui te tende la main, par exemple. Ça dépend. Il faut avoir accès aux capacités pour se relever, et parfois on n'a pas toujours accès, parce que même le meilleur neurochirurgien ne peut pas s'opérer tout seul. Voilà. Et puis surtout, il ne faut pas se victimiser. C'est-à-dire que si on reste à terre en se disant c'est pas juste que celui qui m'a fait trébucher reste impuni, et tant qu'il ne sera pas puni, ou tant que ça sera pas, que je ne serai pas considérée dans ma souffrance, je ne me relèverai pas. Eh bien, le problème, c'est que la première personne punie et impactée par ça, c'est moi. Voilà. Et pour garder cette métaphore, se faire accompagner, c'est accepter la main tendue de quelqu'un qui va dire « je ne peux pas activer tes muscles à ta place. Je ne peux pas te porter, mais je peux te donner l'impulsion de départ qui va te permettre de te relever. » Et une petite question par rapport à Clara toujours, elle me disait qu'à son âge, elle n'avait pas forcément les moyens de se payer des séances de psychologie. Comment on peut s'en sortir en étant adolescent ou jeune adulte qui n'a pas forcément les moyens de faire ça en fait ? Alors, heureusement, aujourd'hui, il y a quand même des thérapies qui sont prises en charge par la sécurité sociale. Surtout aujourd'hui, les accompagnements psychologiques, certains psychologues, sous ordonnance, peuvent faire des consultations remboursées par la Sécu. Donc aujourd'hui, il y a eu un système mis en place. Déjà, la première chose, c'est ça. Et puis ensuite, quand on est enfant, adolescent, il y a le centre médico, CMPP. Aline, justement, voilà. Sur le chat, nous dit qu'il y a des centres gratuits également. Voilà, c'est exactement ça. Alors, il y a beaucoup d'attentes, on va pas se mentir. Mais au moins, c'est gratuit, quoi. Ouais. Ça existe, exactement. Et puis, elle nous disait qu'elle n'osait pas en parler à des personnes plus âgées, de peur d'être jugées. Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Que ça serait quand même important de le faire, du coup. Bien choisir ces personnes. En fait, c'est un peu comme tout dans la vie, quand on a des difficultés, c'est là où on voit les bonnes personnes, les personnes bienveillantes. Éviter les gens qui vont dire « à ta place, moi j'aurais… » Alors t'es pas à ma place, tu restes à la tienne. Ça, c'est très important de recadrer. Les personnes qui sont donneuses de leçons, les personnes qui évaluent, les personnes qui… Non. Par contre, en parler à une oreille bienveillante, oui. Un professionnel qui est compétent là-dedans, aussi. Mais c'est vrai que de le verbaliser, en fait, la première chose qui permet la guérison, c'est la conscientisation. C'est-à-dire, c'est ce moment où on se dit « Oh, mais je me reconnais là-dedans et je dois avoir… J'ai un traumatisme. » Voilà. Alors, parfois, on sait l'origine et parfois, on ne sait pas l'origine. Mais la redondance des problématiques, les sabotages qu'on a tendance à mettre en place, le fait d'avoir des somatisations récurrentes, le fait d'avoir aussi parfois des ressentis qui sont très malaisants quand on est dans tel ou tel contexte ou quand on parle de telle ou telle chose. Ça vient pas de nulle part, tout ça. Donc, je dis pas qu'il faut voir des traumatismes partout, attention, on a suffisamment de problèmes pour s'en inventer, mais le moment où on se dit, mais oui, ça prend du sens, et oui, j'accepte de me dire que j'ai un traumatisme. Et non, je ne me victimise pas, et non, je ne me dis pas que à cause de ce traumatisme, ça explique ma procrastination, ça explique pourquoi je vais pas au bout des choses, ça explique… Non, parce qu'on est acteur de sa vie. Encore une fois, on est libre d'activer ses muscles pour se relever, ou au moins essayer. Voilà. Mais par contre, ça permet du coup de mettre en place le processus de guérison. Et le processus de guérison passe par la conscientisation, par le fait d'écouter les signaux de son corps, d'arrêter de dire « Ah non, c'est rien ». Non, c'est pas rien. C'est peut-être pas vital, c'est peut-être pas quelque chose qui m'empêche de vivre, mais c'est une alerte qui est toujours là, alors qu'il n'y a personne sur mon siège passager, quoi. Et à force de mettre sous le tapis, ça finira de toute façon par péter. Ça finit par exploser. Et le problème, c'est que quand la boîte de Pandore s'ouvre, surprise, là, on a toutes les couches. Ouais. D'accord ? Et c'est là où moi, parfois, en cabinet, j'ai des personnes qui viennent me voir pour une agression, une rupture récente, ok ? Et on revient à la première rupture du premier amour quand j'avais 16 ans. Mais moi, je me souviens avoir fait les mouvements oculaires avec toi pour un sujet, je ne sais même plus ce que c'était, la peur de la mort. Voilà, on en parlera peut-être un jour. Et
Donc j'ai évacué pas mal de choses et paf, j'ai un autre truc qui est revenu. Et voilà. Le décès d'un proche. Oui. Et le truc, enfin, je pensais avoir fait mon deuil et finalement, c'est remonté à la Ouais, surface. c'est que le deuil n'était pas fini. Et c'est ça aussi qui est très important de garder en tête, c'est que la résilience, donc ce processus qui permet de sortir grandi vraiment de nos traumas, puisque ce qui ne me tue pas me rend plus fort, ça fait peut-être bateau, mais c'est la réalité, vraiment. Et du coup, ce processus de résilience, ce n'est pas tout ou rien. Ce n'est pas je suis 100% traumatisée ou je suis 100% résiliente. Il y a tout un processus de guérison. Et parfois, il y a une partie du travail qui a été fait, une partie qui me permet aujourd'hui de vivre pas trop mal. Voilà, de vivre pas trop mal dans ma vie. Mais j'ai envie de vous dire, vous méritez mieux que de vivre pas trop mal. Vous méritez mieux que de vivre avec un frein à main, en fait. Oui, vous pouvez rouler avec votre frein à main, mais ça va surchauffer et vous n'allez pas aller très vite et très loin. C'est dommage. On comprend tout de suite avec tes images. Voilà. Et ça, c'est super important, en fait, ce processus de résilience, parce que, donc là, on parle de guérison, des traumatismes. C'est possible. C'est-à-dire que souvent, j'entends le discours de « Ah, mais ça me semble être une montagne devant moi, j'y arriverai jamais ». C'est possible. Et c'est possible et c'est neurobiologiquement démontré. Et tu sais pourquoi, Laurent? C'est non, possible. je t'écoute. Parce qu'en fait, notre cerveau est super bien fait. Des fois, il bug un peu, mais il est super bien fait. On a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est cette capacité qu'a notre cerveau, notre système nerveux de se moduler, de se modifier au fur et à mesure des expériences. J'ai envie de vous donner... On s'adapte en fait. Ouais, on s'adapte. D'accord. J'ai envie de vous donner un exemple. On imagine. Imaginez. Imaginez la douce odeur de parfum de votre ex. D'accord. Alors ça, c'est pas un bon souvenir. Voilà. Donc, il y a cette odeur, ce parfum associé à votre ex. Donc, à chaque fois que vous allez sentir ce parfum, si vous ne faites rien, vous allez penser à votre ex avec de la colère, avec de la tristesse, avec de la rancœur, peut-être si le deuil n'est pas fini. Bon, du coup, vous allez fuir toutes les personnes qui sentent ce parfum-là. Sauf que si vous rencontrez une autre personne qui a ce parfum-là, au départ, elle va être associée à votre ex. Exactement. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de répétition, à force de moments partagés, à force de souvenirs ancrés avec cette nouvelle personne positive, du coup, on part du principe que c'est quelqu'un de bienveillant, avec ce parfum va être associé à elle. C'est-à-dire que l'ancrage de départ va être remplacé. C'est possible pour tout. C'est-à-dire qu'un choc émotionnel, si on ne fait rien, va rester un choc émotionnel. Je me souviens quand j'avais une histoire avec une ex, j'étais parti dans le sud avec elle et quand on y était retournés, nous deux, tous les deux, puisqu'on est très bons amis, meilleurs amis même, et tu m'as dit que c'était important de repasser par là pour se créer de nouveaux ancrages. Oui. Et du coup, la fois d'après où je suis retourné sur ce lieu, je n'ai plus pensé à mon ex, mais à nous deux. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un remplacement de souvenirs. Et ça, c'est possible grâce à cette merveilleuse plasticité cérébrale où notre cerveau est toujours en train de se modifier par l'expérience. J'insiste, c'est-à-dire que l'idée de l'expérience, mais on fait rien parce qu'on craint que peut-être ce soit difficile au final d'être encore confronté à ce parfum, ça ne marchera pas. Parce qu'on associe encore et on s'interdit du coup des choses à cause de ce trauma. D'accord ? Par exemple, j'ai eu un accident de voiture, j'ai très envie de partir dans le sud, on va prendre cet exemple-là. Ah oui, mais si jamais ça se passe mal, si jamais j'angoisse, si jamais je me fais une crise de panique au volant, non, je vais pas y aller. Mais du coup, je ne peux pas remplacer, je ne peux pas réhabituer mon cerveau. En fait, on ne peut pas avancer, quoi. On ne peut pas avancer. Donc, c'est cette action. Et si vous êtes cloué au sol, je reprends ma métaphore de tout à l'heure, parce que vous avez chuté ou on vous a fait chuter, et que vous refusez la main tendue, et que vous n'avez pas la sensation d'avoir accès à vos compétences, à vos capacités pour vous relever, le problème, c'est que vous allez rester à terre. Et c'est dommage parce que vous pouvez vous relever et vous méritez de vous relever et de marcher librement et non pas de boiter. Et tout ça, c'est gratuit. Ça coûte pas à la fin de l'heure, on vous fait rien payer. Ah non, on est généreux, c'est cadeau, c'est cadeau. On va faire un petit tour du côté du chat. Léa, je veux bien que tu me reposes la question puisque je crois que le chat est monté trop et j'aurais besoin de ta question en entière. Il y a Aline aussi qui nous dit qu'il existe des applications pour se faire suivre ou peut-être pour expliquer ses problèmes. Je sais pas si tu connais ces applications. Il y a des applications, il me semble, de méditation, d'hypnose. J'ai envie de dire aujourd'hui, les réseaux sociaux sont quand même super pour ça. YouTube, il y a des super séances d'hypnose, de méditation. Alors,
avec un petit bémol, c'est qu'un trauma, je vous le déconseille de le travailler Donc seul. Aline nous dit que c'est Livy, l'application. Je ne sais pas si tu connais. Ok, non, je Voilà, ne connais ça pas. peut donner des aides, des petits conseils aux personnes qui nous regardent. Tout est bon à prendre. Après, encore une fois, on peut faire beaucoup de travail soi. Mais garder cette image que c'est pas une faiblesse à un moment donné que de dire là je ne peux pas tout faire. Je vais vous prendre mon cas, j'ai pas mal d'outils, pas tous les outils au monde, j'ai pas la prétention de dire que je peux tout régler, mais j'ai des outils, j'ai eu des traumas dans ma vie et ces traumas, j'ai travaillé dessus pour détecter les traumatismes qui en découlaient, pour pouvoir cibler un petit peu l'origine, pour pouvoir voir ce qui est resté bloqué au niveau de mon système autonome là qui tourne en rond. Et à un moment donné, j'ai appelé une collègue qui m'est très chère et je lui ai dit allô maman bobo quoi. Et puis du coup, j'y suis allée avec ma petite liste et voilà, j'ai détecté ça, il faudrait que tu me fasses un travail là-dessus. Alors, j'ai mâché le travail. Oui. Et encore, des fois, en remontant le film, on se dit « Oh, surprise, je l'avais pas vu celui-là ». Mais du coup, j'ai été voir une collègue et d'autres collègues sont venus me voir parce qu'à ce moment-là, on peut pas s'opérer tout seul. Justement, Voilà. je voulais revenir là-dessus parce que quand on dit par exemple que tu es psy et que tu as des problèmes, ah mais pourtant elle est psy. Mais en fait, ça n'empêche pas d'avoir des problèmes et de consulter d'autres professionnels justement pour régler ces problèmes. Parce que justement, il y a cette capacité de se remettre en question et il me semble que c'est très important. J'ai pas et je n'aurai jamais la prétention de dire que ma vie est linéaire, parfaite et qu'il n'y a jamais de problème. On a tous, des moments donnés, des obstacles sur notre chemin. Parfois, on arrive à les contourner et parfois, mais pas du tout. Et dans ces moments-là, c'est important d'avoir un regard extérieur. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui dans ma vie, 90% des problématiques, j'arrive à les gérer moi. Maintenant, si demain, je vis une catastrophe climatique ou je vis un attentat ou je vis quelque chose comme ça de très fort, je suis quasiment certaine que j'irai voir une collègue à moi en qui j'ai confiance pour pouvoir m'aider en fait à traiter ça. Et ce n'est pas une faiblesse, on est des êtres humains. Exactement. Voilà, il suffit pas de faire risette. Ça serait bien, mais c'est pas comme ça. Ça me fait penser à l'hypnose, ça justement, on en parlera très prochainement dans cette émission de l'hypnose. On essaiera d'hypnotiser quelqu'un ici. On va continuer avec le chat avant que ça monte trop dans les messages. Alors on avait le nom Livy de l'application et il y a Gwénoline qui nous dit qu'il y a aussi une application Ucar qui est aussi une plateforme d'écoute avec un service téléphonique. Et puis Livy, Aline nous dit c'est une plateforme avec des professionnels de santé en ligne prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Donc là, typiquement, on est dans un suivi qui ne coûte pas d'argent. Donc ça, c'est très bien. Ouais. On fait un petit coucou à Elena également qui te félicite de ta pédagogie. Voilà. Salut Elena. Un petit coucou à Damien et puis un petit coucou à Amandine également. Alors on va passer à Léa qui nous parle de son problème. Si on n'explique pas ses traumatismes, par exemple, je suis incapable d'aller marcher la nuit sans lumière, exemple en forêt ou en village non éclairé, et pourtant je ne sais pas d'où ça vient, comment l'expliquer car je suis vraiment en angoisse totale face à cette situation, et pourtant dans le noir, dans un lieu sûr, genre chambre, etc., aucun souci. Après, est-ce vraiment un trauma ou une phobie peut-être, non ? J'ai envie de te dire, une phobie, c'est un peu le même système. C'est-à-dire que tu as ton système reptilien qui te dit attention, danger vital, alors que c'est pas la petite araignée qui va te tuer, par exemple. Donc que ce soit une phobie ou que ce soit un trauma, ou en tout cas, il y a une alerte erronée de la part de ton système nerveux qui te fait dire qu'il y a un danger là où il n'y en a pas. Ou en tout cas, pas à ce degré-là. D'accord. Pour répondre à Léa, du coup, j'ai envie de te dire, c'est pas une nécessité de savoir d'où ça vient. Ça, vraiment, j'y tiens parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en disant « je veux savoir d'où ça vient ». Mais en fait, parfois, ça restera toujours au niveau inconscient. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé, en fait, de savoir et d'annuler ce trauma pour ne plus être traumatisé. Parce que, si on veut bien, des traumas, comme on l'a vu tout à l'heure, on en a dans notre vie. Tous, on va être sujet au trauma. Si, pour ne plus être traumatisé, il fallait que je n'ai pas eu de trauma, autant vous dire que du coup, il y a un problème, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas traumatisés, or on a tous des traumas. Si, pour ne pas avoir de traumatisme, il faut que j'annule, que j'efface, que j'oublie réellement mon trauma, chose qui est impossible, ça voudrait dire que aucune personne ne peut en fait être traumatisé et complètement dissocié d'un traumatisme. Je ne sais pas si j'étais très claire. Là, non, ça devient compliqué. En gros, si j'ai eu un trauma,
et que je pars du principe qu'il faut absolument que je connaisse ce trauma pour ne plus être traumatisée, ça voudrait dire que la plupart des gens sur cette terre, en fait, ne pourraient pas ne plus être traumatisés, ne pourraient pas vivre sereinement, parce qu'on en a tous eu. Des traumas. Okay. Voilà. Donc pour répondre à la question de Léa, c'est très important peut-être d'essayer d'enlever cette volonté de savoir à tout prix d'où ça vient. Mais surtout d'essayer de désamorcer, d'écouter ton corps. Si tu ressens de l'angoisse, si tu sens que vraiment ça t'empêche de faire quelque chose, c'est qu'il y a anguille sous roche, il faut le traiter. Et du coup, en le traitant, peut-être que le trauma va remonter et que tu vas dire « Ah mais oui, c'est ça ». Et des fois, c'est un détail, hein. Des fois, c'est un détail de notre vie de gamin où aujourd'hui, avec le recul, on se dit mais c'est pas possible que ce soit ça. Le petit frère qui a fait une blague dans le noir ou des petites choses comme ça en fait. Tout, bien sûr, bien sûr. Et un film, quelque chose qu'on t'a raconté, on aime bien se faire peur hein, quand on est au collège, au lycée, une histoire d'horreur. Enfin, mais des fois, c'est des choses, mais aujourd'hui, on se dirait mais quand même. Sauf que le cerveau d'un enfant est immature et que du coup, il intègre une information et du coup, après, il développe un processus d'adaptation par rapport à cette information. Et on devient traumatisé. D'accord, eh bien c'est bien noté. Est-ce qu'on a fait le tour de tout ça ou pas ? Comment sortir d'un traumatisme, on l'a plus ou moins raconté. Je pense qu'on l'a dit. Hein. Et je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions ? On va vous laisser juste poser une ou deux questions sur le chat si vous en avez. Puis après, on va parler de couple. Ouais, j'aimerais juste conclure et compléter ce sujet par rapport à comment en sortir. Écoutez votre corps. C'est-à-dire, ne soyez pas dans le déni des symptômes que vous ressentez. Ça sert à rien de se victimiser 100%, mais par contre, écoutez-les. Soyez dans le présent. Vous êtes acteur dans le présent. Vous ne pouvez pas être acteur dans le passé ou dans le futur. Vous êtes dans l'instant T. Par pitié, laissez circuler les émotions. Arrêtez de ravaler. Arrêtez de vous interdire de ressentir. Vous êtes humain. Donc, c'est important aussi de laisser circuler. Parce qu'en fait, pourquoi il y a un traumatisme ? Parce qu'il y a un blocage à un moment donné. Parce qu'on ravale, parce qu'on lutte contre soi. Sauf que lutter contre soi, ça veut dire qu'on est sans arrêt en combat contre soi-même, alors qu'on n'a pas besoin de lutter. On a besoin de se tendre la main à soi-même. Et ça, c'est super important vraiment de s'autoriser à laisser circuler. Et enfin, responsabilisez-vous. Le trauma fait que vous êtes à terre, mais le trauma ne fait pas que vous restez à terre. Et vous méritez mieux que de vous complaire dans cette position à terre alors que vous ne l'avez pas choisie. Vous méritez mieux que de vous dire « Oh, bah ma vie est pas trop pourrie, ma foi, vu ce que j'ai vécu, ça ira. » Non, vous méritez mieux que ça. Voilà, on Donc, l'a déjà dit tout à l'heure, responsabilisez-vous pour pouvoir sortir de cet état-là, parce que ce n'est pas la faute des autres, mais c'est vous qui avez cette ressource, et je vous l'assure, vous l'avez, pour pouvoir sortir de ça. Dernier petit tour pour ce sujet du moins. Léa qui nous dit comment la traiter car même ma psychologue ne comprend pas et j'arrive pas à passer au-dessus, donc la peur du noir. Il y a Aline qui lui répond, c'est bien, elle se répond fais de l'hypnose, moi ça m'a beaucoup aidé. Donc oui, d'ailleurs on en parlera prochainement de l'hypnose. La seule fois où j'en ai fait, la dame m'a dit que je n'étais pas réceptive. Ah là là. Même si j'aimerais énormément réessayer. C'est alors, vrai que l'hypnose, voilà, c'est tout le monde. On peut prendre 2 secondes pour parler de ça ou pas ? Allez, 2 secondes. Il est quelle heure là ? Il nous reste 10 minutes. Eh ben alors très vite. L'hypnose, c'est comme la souplesse. Certains sont très souples dès le départ et d'autres le seront qu'avec du travail. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, tu n'es pas réceptive au niveau de l'hypnose que tu ne peux pas l'être. Mais par contre, ça va te demander un peu plus de pratique. Voilà. Ben ça, tu vois, Aline lui a dit, mais il faut accepter de laisser son subconscient agir et sûrement revivre des scènes traumatisantes pour avancer. Il faut travailler sa capacité à lâcher prise. Bon, la prochaine fois, Aline, tu viendras ici, Léa ici, vous ferez une petite consultation. Et voilà. On parlera de l'hypnose lors d'un prochain Sans Tabou peut-être. Dans 15 jours, on peut faire ça. Allez, trouver quelqu'un à hypnotiser, paf. Allez, paf. Il est mignon. C'est pas lui qui bosse. On va changer de... D'ailleurs, à propos d'hypnose, il y a des vidéos gratuites sur ton site, sur ta chaîne YouTube, oui. Mindev, M-I-N-D-E-V. Sur YouTube. Sur YouTube, exactement. Et d'ailleurs, il y en a une pour rattraper du sommeil rapidement. J'ai essayé l'autre jour, pendant que tu enregistrais. J'étais tranquille dans le canapé, ça a marché impeccable. On va passer au sujet suivant. On va parler des couples cette fois-ci. Bon, oui. On va peut-être dépasser à 22h parce qu'il nous reste 10 minutes, on n'est pas à 5 minutes près. Hein. On s'adapte. Quelles sont les différentes phases de couple ? Alors, mon cher Laurent, accrochez-vous. Déjà, je tiens à préciser que ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire que tout début de relation n'aboutit pas forcément à une rupture.
Parce que comme je vais vous le présenter, sinon ça C'est quand risque... même de... Enfin bon, moi j'ai un peu du mal à y croire à ça. Mais... Moi j'ai envie d'y croire, écoute. Bon, bah, voilà. Donc déjà... Soyons aujourd'hui dans le monde Voilà, des bisounours. on va parler des phases de relation. C'est des phases de relation qui s'adaptent bien évidemment au couple, mais qui s'adaptent également aux relations amicales, aux relations professionnelles, etc. La première phase, d'accord, qu'on va avoir, c'est l'attirance. L'attirance, Avec le parfum. par exemple, Celui de tout à l'heure. les phéromones, les odeurs, la transpi, j'en sais rien. L'attirance, c'est quelque chose de très inconscient. L'attirance, c'est qu'est-ce qui va faire qu'inconsciemment, je vais être attirée. Bon, je vais prendre un cas typique, histoire d'imager tout le long. Je vais être attirée par cet homme en soirée et pas par son voisin. L'attirance est aussi en lien avec la phase de vie dans laquelle je me trouve. Si je suis dans une phase de vie où j'ai envie de construire, j'ai envie d'avoir peut-être une famille, je risque d'être attirée par un homme qui, selon moi, d'une manière très inconsciente, représente la solidité, représente un bon père de famille, représente la protection. D'accord ? Si par contre je suis dans une phase de ma vie où j'ai juste envie de m'amuser et j'ai envie de prendre du plaisir sexuel, je vais être attirée vers un homme qui m'attire physiquement et sexuellement. D'accord. Voilà, Okay. d'accord ? Ça ne sera pas forcément le même homme, on est d'accord. C'est d'ailleurs aussi pour ça que lorsqu'on a plusieurs personnes dans sa vie, on n'a pas toujours le même type de personnalité et qu'on n'a pas toujours des gens qui se ressemblent et qui nous apportent les mêmes choses. Voilà, parce qu'on vient compenser une carence qu'on a vécue auparavant. Une fois qu'on a l'attirance, salut toi, pas mal, tu m'attires, voilà. On va avoir la phase de certitude. La phase de certitude, c'est la petite checklist qu'on a là, inconsciemment ou consciemment, et où on va venir cocher au fur et à mesure où on apprend à connaître la personne. C'est-à-dire que je vais te voir, on va dire c'est toi, le fameux homme, je vais te voir, je vais apprendre à te connaître, et au fur et à mesure, je vais me dire, ouais, il correspond à mes attentes. Il est intelligent, il a de l'argent, ça c'est faux, mais... pas encore. Et du coup, je vais cocher la checklist qui me fait dire, oui, cet homme correspond à mes attentes. Donc là, tu le valides. Là, je le valide. Ensuite, je vais avoir la phase de félicité. La phase de félicité, c'est la caricature des adolescents. C'est l'homme de ma vie, c'est le plus beau, c'est le fameux, c'est le père de mes enfants, c'est le meilleur. Qui nous rend un petit peu cruche d'ailleurs. Un peu cruche, et puis un peu naïf. Ouais. Parce qu'en fait, ça reste un être humain, ce prince charmant. Et le problème, en fait, alors c'est très bien, cette phase, c'est la phase des bisounours, c'est les papillons dans le ventre, c'est une phase qu'on aime bien, Le problème, c'est que plus on va s'envoler, d'accord, plus on va idéaliser, plus la phase d'après, qui est la phase de malaise, elle va faire mal, très très mal. Et c'est pour ça que quand on manque un peu de maturité, d'expérience dans le domaine, on s'envole très très haut et on descend très très bas et on casse très très vite. D'accord ? Donc la phase de félicité, c'est en gros notre cerveau, on parlait tout à l'heure de perception des choses, notre cerveau qui va être programmé à percevoir que ce qu'on aime. Voilà, il est parfait. C'est faux, mais pour moi il est parfait. Bon, la phase de malaise, c'est que je reviens un peu les pieds sur terre, donc c'est la phase qui suit, qui est totalement saine. Donc en dessous, enfin la phase après félicité du coup. Voilà, la phase après la félicité, c'est la phase de malaise. C'est-à-dire que je reviens les pieds sur terre, je prends un peu de recul, et l'homme parfait laisse un peu traîner ses chaussettes. L'homme parfait, mauvaise haleine le matin. L'homme parfait, oui, va aux toilettes, comme tout le monde, l'homme parfait. Voilà. Avec la porte ouverte. Voilà, et puis avec la balayette qui n'est pas passée. Voilà. Donc en fait, cette phase-là, elle n'est pas du tout critique. Par contre, elle est très importante dans la relation. Parce qu'en fait, l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est de se dire « Oh, c'est pas si grave, c'est rien ». Alors, c'est pas dramatique, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas rien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous ne communiquez pas avec votre cher étend en lui disant « Écoute, je t'aime beaucoup, mais par contre… » Là, ça commence à... En fait, les chaussettes qui traînent, pour l'instant, je les tolère. Oui. Mais me connaissant, c'est pour ça que c'est important de se connaître aussi. Me connaissant, d'ici quelques mois, ça va me gonfler. Ça va me chatouiller un petit peu le système nerveux. Et vu que ça va me gonfler, et vu que je tiens à nous, et que c'est évitable, profitons de cette phase où on s'aime encore beaucoup et qu'on a envie de dépenser de l'énergie pour que ça se passe bien, pour que tu prennes la bonne habitude de mettre tes chaussettes dans le panier à l'inchal. À l'inchal, tes chaussettes dans le panier, c'est pas compliqué, tu imprimes et ça va bien. Ça me fait rire puisqu'il y a Damien sur le chat qui nous dit en fait on est de la marchandise quand on cochait les petites cases. Il nous parlait en tant que mec. Adopte un mec mon gars. Léa qui nous dit grave et puis Aline, je suis en plein malaise alors. Et voilà. Donc il y a vraiment cette phase de malaise qui est un tournant. Ils sont géniaux les gens sur le chat.
La phase de malaise, c'est un tournant. C'est pas critique, mais par contre, s'il vous plaît, parlez, communiquez. Apprenez à communiquer et à anticiper, à dire ce n'est pas critique, mais ça va le devenir un jour. Donc, comme j'ai envie que ça dure plus que 6 mois, faisons quelque chose. Et c'est pas pour ça qu'on fait des reproches, c'est pas pour ça qu'on est insatisfait. C'est juste que ce sont des petites choses comme ça du quotidien qui parfois nous gonflent et qui viennent salir notre relation qui peut-être au départ fonctionnait très bien. Si on ne fait rien suite à la phase de malaise, gentiment, le temps passe, on continue à laisser traîner les chaussettes, le coup de balayette qui n'est pas passé, etc. Et là, on arrive clairement à la phase de déception. C'est-à-dire que là, nos filtres tout s'écroule sous nos pieds. Alors ça s'écroule pas encore totalement, mais on n'est pas loin. C'est-à-dire que nos filtres qui étaient programmés dans la phase de félicité, Laurent, à voir tout positif, bah là, on voit tout négatif. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas ouvert la bouche que déjà tu me gonfles. Vous reconnaissez hein. Voilà. Donc, à ce moment-là, c'est un petit peu plus dur, en fait, de mettre de l'énergie pour essayer d'améliorer la relation parce qu'en fait, on a moins l'envie. Mais là, il n'y a plus rien à faire, j'ai envie de te dire. Si, bien évidemment. Il faut réussir à changer la donne. Donc, déjà, il faut communiquer. Il faut, bien sûr, avoir l'envie, la volonté. Si on n'a pas envie... Éviter de l'ouvrir trop souvent pour rien, peut-être. Oui, et non, j'ai envie de dire que tout est encore modifiable à ce moment-là. C'est juste que, en règle générale, là, une thérapie de couple est nécessaire. D'accord, donc. Parce qu'en fait, on peut encore sauver les meubles, mais il faut vous faire accompagner. Bah, c'est mieux souvent, parce qu'en fait, le problème, c'est que tu dis blanc, je comprends noir. Donc là, il faut qu'il y ait quelqu'un au milieu qui dise non, attendez, madame. Monsieur a dit blanc, il n'a pas dit noir, qui recadre. Parce qu'en fait, mes filtres sont tellement programmés à ce que tu me gonfles que tout ce que tu diras, même le compliment... Mais le truc, c'est que j'ai l'impression de te gonfler là alors que j'ai rien fait. Non, je suis incarnée. Je suis incarnée dans mon rôle. Par le diable. Non, mais voilà, c'est important. Donc, c'est pas foutu, la phase de déception, mais par contre, faut pas laisser traîner. Parce que si vous vous dites, oh, c'est bon, je ravale, je mets sous le tapis, le petit tapis. Dont on parlait tout à l'heure. Le problème, c'est qu'au niveau du couple aussi, le moment où on soulève le tapis, c'est souvent trop tard. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a atteint le seuil de tolérance, donc qui est la phase après la phase de déception, où là, on est limite, vraiment, on peut encore faire un travail, mais on a un pied dans le précipice, quoi. Tu vois le truc, quoi. Là, tu dis, faut pas souffler trop fort. Bon. Parce que là, le seuil de tolérance, le problème, c'est qu'une fois qu'il est franchi, qu'on a atteint l'inatteignable, j'ai envie de dire, c'est une rupture assurée. Quand je parle de rupture, ça peut être une rupture émotionnelle, ça peut être une rupture momentanée. Ça peut être, mais il faut que symboliquement, il y ait une fin de relation à ce moment-là. Mais pas une pause. Une pause, ça marche pas, ça. Ma pause, c'est quoi ? Une pause, c'est envie d'aller voir ailleurs. Bah, je sais pas. Alors, parfois, moi, je conseille des fois de prendre de la distance. Voilà, de prendre de la distance l'un avec l'autre pour que chacun travaille les rancœurs accumulées, pour qu'on se retrouve et que l'autre ne soit pas associé systématiquement à de la rancœur. Alors là, je suis d'accord, prendre les distances. Voilà. Mais le mot pause, notre couple est en pause, ça pue la mort. Moi, je comprends pas. Je comprends pas ce mot pause. Il faut être un petit peu plus concret parce que ça veut tout dire et rien dire. Donc, fixez vos limites. Mais par contre, une fois qu'on a passé le seuil de tolérance et qu'on a atteint, justement, qu'on a dépassé ça, le problème, c'est qu'il y a tellement sous le tapis que même si on a envie, parce qu'on a des sentiments pour l'autre, ou parce qu'on a une famille, ou parce qu'on a envie de se battre, parce que c'est trop facile de tout balancer comme ça. Le problème, c'est que du coup, dès qu'il va y avoir un événement, une expérience un peu comme un traumatisme, qui me fait penser à ce que tu m'as fait comme ça le coup il y a 3 ans, je vais revenir 3 ans en arrière. Et le problème, c'est que du coup, je ne peux pas construire quelque chose en reculant. C'est pas possible. Donc, souvent, il faut un point de rupture où chacun fait son job s'il le souhaite pour digérer, pour pouvoir faire un état des lieux sur qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui clairement vous ne voulez plus, qu'est-ce qui n'est plus compatible aujourd'hui dans vos attentes. Et là, si on se rend compte que tous les deux, on est d'accord, Laurent, pour se dire que non, ça on n'en veut plus, ça on n'en veut plus, que oui, on a toujours des valeurs en commun et que oui, on a envie d'avancer dans la même direction, c'est possible. Mais par contre, faut faire un travail personnel, faut faire le deuil de la relation passée qui a dysfonctionné pour prendre les mêmes protagonistes et commencer une nouvelle relation beaucoup plus saine. Si on a peur de ce point de rupture et qu'on essaye de reculer alors qu'en fait le seuil de tolérance il a été franchi, malheureusement c'est essayer de recoller quelque chose qui est cassé. C'est peine perdue, quoi. Voilà. Donc il y a un travail vraiment nécessaire à faire. C'est pour ça que la phase de malaise est super importante parce qu'en fait on peut s'éviter tout ça.
si on communique au fur et à mesure et que les deux, on considère, si toi, Laurent, tu me dis, mais moi, ça m'est arrivé, je vais vous parler d'une petite scène cocasse. Non, mais très simple, très simple. Mon cher et tendre d'aujourd'hui, si tu nous regardes, m'a dit un jour, alors dans ma salle de bain, j'ai un verre qui est pour le dentifrice et j'ai un verre avec les petits trous là pour mettre les brosses à dents. Bon. Et un jour, il me dit, écoute, faut que je te dise. En fait, ça me gonfle quand tu mets ta brosse à dents là où il y a le dentifrice et non pas là où il y a les brosses à dents. Parce que quand je tire le dentifrice, il y a ta brosse à dents qui sort. Bon. Moi, de mon point de vue, je me dis... Oh, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique en soi, tu remets la brosse à dents. Bon. Mais là, il y a déjà une forme de dialogue. Mais oui. Et là, à ce moment-là, je me dis pas, qu'est-ce qui me casse les bonbons avec sa brosse à dents là. C'est bon s'il a que ça. Non, j'entends. C'est-à-dire que je considère ce qu'il me dit. J'entends et ça ressort. Non, j'ai considéré ce qu'il m'a dit. Et du coup, je me suis dit, ok, pour moi, c'est pas quelque chose d'important, mais j'entends que pour lui, ça commence à l'agacer. Et je n'ai pas envie d'être associée à de l'agacement. Moi, j'ai envie d'être associée à de l'amour, à de la joie, mais pas de l'agacement. Du coup, maintenant, est-ce que tu ranges ta brosse à dents dans le porte-brosse à dents ? Maintenant, pose ta brosse à dents dans la brosse. Maintenant, j'ai une brosse à dents électrique, donc il n'y a plus de problème. Je pose à côté. Okay. Mais oui. En fait, c'était même pas pour résoudre le problème. Mais je l'ai fait. Mais par contre, je l'ai fait. Okay. Et c'est pareil avec le sac poubelle. Maintenant, j'essaye de penser à remettre un sac poubelle quand je vide la poubelle. Ça, c'est énervant, ça. Mais voilà. Ah ouais. Mais voilà. Mais il y a des choses comme ça. Sauf que quand on est arrivé à la phase de déception, on n'a plus envie. C'est-à-dire que l'autre nous gonfle tellement que quand il va dire « Écoute chérie, tu peux mettre ta brosse à dents ?» Elle me parle pas. Tu vois ? Et là, on a un problème parce que du coup, je considère pas ce que tu me dis. Du coup, ça monte crescendo, l'autre accumule. Et au bout d'un moment, on soulève le tapis et là, on se dit « Oh non, on va pas y arriver. » Ouais. Voilà. Il y a Damien qui me fait rire sur le chat, qui nous dit tout ça à cause d'une chaussette. Arriver à une rupture à cause d'une chaussette. Mais oui. Et puis il nous dit triste, les vieux dossiers, c'est bien connu. C'est vrai que quand on se sépare, on va tout le temps rechercher des mois, des années en arrière, savoir tout ce qu'on peut ressortir comme dossier. Mais quand on se sépare ou pas. Mais le problème, c'est quand on a de la rancœur, quand on a encore des choses, des émotions non digérées qui font que ça ressort. Ça ressort d'une manière cyclique. On ne peut pas se construire comme ça sereinement. Donc ça, c'est important de pouvoir, s'il vous plaît, faire le nécessaire à la phase de malaise. Comme ça, vous oscillez toujours entre bisounours, malaise, c'est sympa. Ah, certitude, ouais, cet homme-là, c'est mon gars, c'est mon mec, ouais, je l'aime bien. Et du coup, on reste là-dedans. Quand on va un peu plus loin, il faut qu'il y ait une vraie discussion, on tape du poing sur la table et qu'on dise, écoute, si t'as pas envie qu'au bout d'un moment j'atteigne d'ici quelques temps, pas longtemps, le point de saturation, bouge-toi, parce que là, je peux plus. Et c'est là où il y a des mises à jour, des discussions qu'on n'aime pas trop avoir. Mais il faut passer par là pour sauver le couple. Qui sont nécessaires, ouais, vraiment. Non, on n'a pas terminé. Non, on voulait parler de rupture. Oui, est-ce qu'on peut rester un petit coup ? On peut rester. T'es pressé, toi ? Non, on peut rester 5 minutes. Allez, on peut rester 5 minutes. On va parler des ruptures après que tout se soit bien passé dans le couple. Cette fois-ci, on va se quitter. Voilà, on se quitte, on est à rupture. On parlera de deuil certainement la semaine, dans 2 semaines. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Et la semaine prochaine, je peux vite fait teaser. La semaine prochaine, dans Salon Privé avec Elena, on va parler de son parcours, de son. Alors, c'est victime d'un pervers narcissique. Ça aussi, ça peut laisser des traumatismes, voilà. Clairement. On en parlera la semaine prochaine. Elle va nous raconter toute son histoire. Vas-y, on parle cette fois-ci de rupture. De rupture. Alors, une fois qu'on a passé toutes les phases, encore une fois, évitables, on est d'accord, on peut éviter l'issue, qu'on se sépare, il y a différents types de ruptures. Et moi, j'ai envie de vous parler des ruptures que je vois le plus souvent en cabinet, puisque je suis plutôt spécialisée traumatisme et deuil. Donc, autant vous dire que des ruptures, c'est mon quotidien. Déjà, il y a la rupture pour quelqu'un d'autre. Quand on est quitté, parce que la personne a rencontré son âme sœur, son crush, comme on dit aujourd'hui. Marco le poteau. Marco le poteau, par exemple, parlons-en. Et du coup, là, il y a différentes choses qui jouent. Bien sûr, il y a le choc émotionnel, si on l'a pas vu venir, bien sûr, parce qu'on n'est pas tous situés à la même phase. C'est-à-dire que moi, je peux être en mode bisounours et toi, tu peux déjà être dans la déception. On n'est pas forcément synchro. C'est là où c'est difficile. Donc, là, il y a l'ego aussi qui joue, c'est-à-dire que non seulement j'ai la souffrance, j'ai le deuil à faire, mais j'ai une partie de moi qui souffre du fait que ce ne soit plus moi à ses côtés, que ce soit quelqu'un d'autre. C'est pas forcément cette personne me manque, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Voilà. Okay. Et donc là, on est clairement dans de l'ego, on est clairement dans quelque chose de classique, mais du coup, qui n'avance pas pour le deuil. C'est important vraiment de bien conscientiser et garder en mémoire que ce n'est pas parce que
mon ex est parti avec quelqu'un d'autre que cette personne vaut plus que moi. D'accord. Elle lui apporte quelque chose de différent. Mais c'est pas pour ça que je suis moins bien. Voilà. Et ça, c'est important parce que ça fait mal à l'ego et que du coup, ce côté de... En fait, même des fois, j'entends ce discours, je l'aime plus, j'ai plus envie d'être avec, j'ai conscience que c'est pas la personne qu'il me faut, Mais je vais rester un petit peu. mais par contre, je ne supporte pas de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre à ses côtés. Je ne supporte pas de savoir que lui ou elle réussit là où moi, j'ai échoué. Tu vois ? Donc là, on est clairement dans de l'ego. Ensuite, on a des séparations qui sont ce qu'on appelle le ghosting. C'est ça ? Fantôme. Ouais. J'ai été ghostée. Hein ? Ok. C'est ça ? J'en ai Attends, entendu parler il y a pas longtemps. J'ai un petit doute Bah sur... vas-y, cherche et puis on va regarder un petit peu sur le chat ce qui se passe. Ah oui, on nous dit le Oui, c'est retour ça, de le ghosting. Marco, sacré Marco. Une fois, non, vas-y. Non, vas-y. Non, j'allais poser une question, mais en fait, elle est pas du tout intéressante. Vas-y. Ah bon, bah d'accord, vu comme ça, c'est sûr que ça nous donne pas envie. Alors, le ghosting, c'était bien ça, j'ai un peu de mal avec l'anglais, donc je vérifie mes expressions parce qu'il paraît que c'est pas toujours très apprécié. Ah bah les tiennes, Hein les expressions, c'est Ah souvent. voilà, je ouais. suis assez moquée, à Oui. bon entendeur. Donc le ghosting, c'est ce moment où je suis là, je suis plus là. Voilà, donc on était en couple et d'un coup, bah, on n'est plus en couple et en fait, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas eu l'information. Donc là, ce qui est compliqué, c'est que notre cerveau a besoin de comprendre. On l'a vu tout à l'heure avec Léa qui se demandait pourquoi j'ai cette réaction quand je suis dans le noir. On a besoin de raisonner, on a besoin de rationaliser. A plus B égale C. Là, il n'y a pas d'explication, juste la personne nous a ghosté. Voilà. Donc, il nous manque des infos qui sont indispensables, et on le verra la prochaine fois, au processus de deuil pour avancer. D'accord, ok. Donc ça, c'est une séparation qui pose problème parce que tant qu'on n'a pas ces infos, bien sûr, on peut faire le deuil de tout. Hein. Bah c'est ce qui m'est arrivé Mais moi. ça bloque, quoi. Bah toi, t'as eu les deux. Hein. Oui, voilà. Ah, Non, mais- jackpot Jackpot Il y a eu Marco le poteau et pas d'explication. Et toi, tu es la preuve que le deuil est possible. Voilà, exactement. Mais du coup, c'est peu plus de temps, long. du coup. Mais Bah, moi, par chance, ça n'a pas pris longtemps, mais voilà. voilà, c'est que t'as vite, on en reparlera pour le deuil, mais t'as vite vu le bénéfice secondaire et que t'as été certainement très bien accompagné. C'est que ça me démange d'en parler de tout ce qui s'est suivi de la semaine dernière On en parlera en dehors. en dehors plus tard. Et puis du coup, il y a également cette séparation au moment, hein, quand on est dans la déception, seuil de tolérance et saturation et rupture, où la haine remplace l'amour. Voilà. Et en fait, attention à ce cas de figure. Parce que entre l'amour et la haine, il y a en effet qu'un pas. Hein, vraiment, il y a cette phase, en fait, cette phase clé. C'est quand même fou comme on peut s'aimer et se détester encore plus. Et le piège, c'est qu'on a la sensation que détester aide à faire le deuil. Bip ! C'est faux. Oula, t'as failli m'exploser les Excusez-moi, oreilles. excusez-moi. C'est faux. Alors, ça, la colère et la rancœur fait partie d'une phase de deuil qu'on abordera plus en détail dans 2 semaines. Mais par contre, si on reste coincé dans de la haine, de la colère, on ne peut pas avancer dans les autres phases de deuil. Donc, traverser de la colère, oui. Rester bloqué dans de la haine parce qu'on refuse, on fuit un peu ces phases de deuil qui sont un petit peu plus dans les émotions, dans l'introspection, dans le manque et la douleur, c'est une erreur. Parce que ça ne fait que retarder pour mieux sauter. D'accord. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce cas de figure où vous avez remplacé gentiment l'amour par la haine et qu'aujourd'hui vous êtes bloqué dans de la haine et que vous vous dites bah c'est moins pire que de souffrir d'un manque, c'est une erreur qui risque de transformer le processus de deuil en un deuil pathologique, donc un deuil qui dure et qui s'installe. D'accord, ça marche. Et je vous le déconseille. Eh bien, c'est bien noté. On a fait le tour un petit peu de toutes les ruptures. De mon point de vue, oui. Après, si vous en avez d'autres... On va aller voir sur le chat s'il y a en des tête. petites questions. Il y a Damien qui a l'impression que tu l'as décrit quand tu parlais donc du... C'était avant le ghosting, c'était quoi la... avant le ghosting, là, Bah, quand on a été quitté pour un autre. Oui, voilà. Alors, il m'a dit, elle me décrit. Alors Damien, j'étais pas au courant, je connais Damien. On va en apprendre des choses sur ce chat. Est-ce que vous avez des petites questions? Sinon on va se quitter là, on a fait un petit peu plus de temps que prévu. En tout cas, dans 2 semaines, on va parler d'hypnose. Bah, dans ce cas, on peut parler hypnose et deuil.
Qu'est-ce que vous en bah oui, pensez? puisqu'on devait parler de deuil. Ouais, si ça vous plaît, et pourquoi pas, s'il y a des volontaires parmi vous là dans le chat ou même directement ceux qui regarderont en Léa replay. portait volontaire tout à l'heure dans le chat, mais elle a dit qu'elle n'était pas réceptive. Alors, est-ce que c'est un danger de l'amener ici et que ça ne fonctionne pas? Parce que le but, c'est de montrer que ça fonctionne quand même. Alors, c'est pas que c'est un danger, c'est qu'en fait, vous allez juste vous embêter. Vous ennuyer, voilà. Voilà. Donc, mais moi, je serais curieuse quand même, Léa, si t'es OK, qu'on se voit un coup. Captez-vous avant l'émission pour être sûr. Ouais, on Voilà. va essayer de voir. Et puis je vois qu'il y a Annick. Coucou Annick, Oui, coucou. je te fais un coucou, qui est ma tante, qui pose une question. Et si rupture, car simplement plus d'amour. Et ben là, j'ai envie de dire, c'est le plus simple. Si vous êtes... Non, Ouais. mais... Et puis le moins emmerdant, j'ai envie de dire. En fait, l'idéal, on va parler d'idéal dans cette rupture, c'est quand on arrivait à la fin de relation. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce cas de figure, merci Annick. Allez, c'est reparti. C'est quand on est arrivé en fait à la fin de notre relation. C'est-à-dire que on a essayé de régler les choses. Petit à petit, l'amour s'est transformé peut-être en amitié, quelque chose qui s'essouffle. Ou tout simplement, si chaque membre du couple estime que en étant totalement en accord avec soi, sans rancœur, sans volonté de se faire du mal en fait, mais qu'il y a un chemin qui part vers la gauche, un chemin qui part vers la droite et que on n'a plus envie en fait, on n'a juste plus envie que ça se retrouve et qu'en plus tout le monde est d'accord là-dessus, bah alors là c'est du pain béni quoi. Ouais. Mais c'est très rare parce qu'on est rarement exactement à la même phase en même temps et il y a souvent un qui est un petit peu plus encore dans l'espoir ou qui a un petit peu plus accroché à certaines choses qu'on a construites avec l'autre et puis mais même s'il n'y a plus d'amour, dans tous les cas c'est important d'aller au bout du processus de deuil, c'est important de alors parfois quand il n'y a plus d'amour le processus de deuil a été amené en avant, c'est-à-dire que j'ai anticipé le fait que je sais que ça n'ira pas plus loin et que ça va casser à un moment donné, donc j'ai anticipé mon processus de deuil, tandis que quand on a une rupture d'un coup qu'on n'a pas vu venir, on a le choc qui fait qu'on a le déni et ensuite on en parlera dans le processus de deuil qui fait que ça coince, mais si on est au clair et qu'on arrive en plus à faire ça avec beaucoup d'intelligence et qu'on arrive vraiment à faire en sorte que y a une communication et que du coup il y a une bonne médiation en fait qui s'installe, ça c'est génial et heureusement que c'est un cas de figure rare mais qui arrive. C'est d'ailleurs ce que Aline nous dit. Elle nous dit j'ai de la chance alors puisque maintenant mes ex sont mes meilleurs amis aujourd'hui. Mais souvent pour que ça devienne des meilleurs amis, il faut passer par le processus de deuil parce qu'il y a quand même si c'est ponctuel et assez faible, il y a ce moment où on a un peu de rancœur, ces moments où on dit ah oui mais peut-être que s'il avait fait ça on n'en serait pas là ou un peu de manque, on a tendance à idéaliser la relation. Enfin c'est rarement blanc-noir. Enfin c'est pas blanc-noir, sinon c'est qu'il y a anguille sous roche. Mais en tout cas le processus peut se faire d'une manière très très fluide parce qu'on est au clair, parce qu'on a avancé. Et il y a des fois où ça coince parce qu'on est bloqué dans de la colère, dans de la tristesse, parce qu'on ne digère pas. Et là, c'est important de se faire accompagner. Et pareil, encore Aline qui nous dit tout simplement quand les deux personnes prennent un chemin différent et qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait se donner. Ça, c'est bien aussi. Voilà. Et puis, elle nous dit, disons que le deuil, c'est avant tout fait de mettre un terme à la relation. C'est fait avant de mettre un terme à la relation. Okay, oui, c'est un deuil anticipé, exactement. Voilà. Mais oui, c'est possible aussi, et heureusement. Heureusement. Mais du coup, ces cas-là, moi, je ne les ai pas en cabinet en règle générale. D'accord. Puisque j'ai quand ça coince. Oui. Je pense qu'on a fait le tour sur toutes les thématiques. On a fait un petit peu de bonus là. Ouais, on a fait le tour. Et puis encore une fois, s'il y a des volontaires pour tester l'hypnose et pourquoi pas passer lors de la prochaine émission. Avec grand plaisir. Léa a répondu favorablement à ta... Voilà, on essaye, on voit. Et puis l'idée, bien sûr, c'est de choisir quelqu'un qui est plutôt réceptive, tout simplement parce que sinon, c'est très ennuyant. Voilà. Donc, et puis, il y a alors Léa qui nous dit comment on fait s'il faut tester avant Marie. Mais t'inquiète pas, on va prendre contact avec toi, il n'y a pas de problème. C'est pas comme si t'habitais à l'autre bout de la France. Il n'y a pas de problème. Et puis, il y a Je suis personne qui nous dit parfois c'est dur de faire comprendre à l'autre que le point de non-retour a été atteint. C'est vrai, ça aussi. Oui, parce qu'on ne veut pas faire de mal. Parfois, on veut pas faire de mal et puis on est toujours souvent tiraillé aussi en fonction de si on a une famille, si on a un logement ensemble, des projets qu'on a concrétisés ensemble. Entre oui, force est de constater qu'en fait je n'ai plus envie de mettre de l'énergie, voilà. Et oui, mais en même temps j'ai tout pour être heureux. Ça c'est dur parce que du coup on est vraiment tiraillé entre plusieurs valeurs, ce qu'on ressent et j'ai envie de dire. Comme ce que je dis à mes couples en cabinet, y a deux choses sur lesquelles je ne peux pas jouer, l'amour et l'envie. Voilà. D'accord, d'accord. C'est éthique. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir en me disant je viens vous voir, mais en fait j'ai plus envie que ça marche,
je suis qui pour lui dire mais si, il faut que ça marche. Tu vois. Mm. Et l'amour, ça s'entretient, ça se construit, ça se développe, ça se perd, ça se revient. C'est un peu Voilà, comme celui qui a envie d'arrêter de fumer mais qui n'a pas de volonté en fait. Ouais, qui me dit je viens vous voir pour arrêter de fumer mais j'ai pas envie. Bah rentre chez toi. Non mais ne perds pas ton argent, ne me fais pas perdre mon temps. Enfin voilà. Donc du coup, oui, c'est aussi quelque chose qui est difficile, mais j'ai envie de dire parfois aussi les tournants de relation, même là où on se disait c'est impossible que ça refonctionne, viennent d'un point de rupture. Et ce point de rupture, si on veut jamais l'atteindre, ça peut jamais tourner. D'accord, ça marche. C'était la conclusion. Je pense. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Allez, un dernier petit tour avec Léa qui nous dit merci infiniment pour ce live. Toujours un immense plaisir de papoter avec vous et d'écouter les Léa. conseils et la sagesse de Marie. Merci Laurent pour ce nouveau format. Et puis Annick qui dit merci. Très intéressant ces lives. Merci Annick. Merci beaucoup Annick. À bientôt. On se donne rendez-vous avec Marie dans 15 jours pour parler de deuil et d'hypnose. Oui. Exactement, avec plaisir. Elena la semaine prochaine pour parler de son histoire victime d'un pervers narcissique. Et là aussi c'est une lourde histoire, on en reparlera la semaine prochaine. Oui. Et puis voilà, rejoignez-nous sur TikTok avec grand plaisir. Et Aline qui nous dit merci pour ce moment, merci à vous surtout d'avoir été... Merci d'être présent. Voilà, exactement. C'est surtout pour vous qu'on le fait, donc merci d'être à l'écoute. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. Du coup, comme vous connaissez les prochaines thématiques, que ce soit le deuil ou que ce soit l'hypnose, ça peut faire aussi du contenu d'émission. Exactement. Bonne soirée. Bonne soirée, salut.